De toute façon, toute notre vie, nous avons vécu des confinements. Mais moi, j'ai vécu tous ces confinements comme une vraie délice. Le premier confinement, c'était ma naissance. J'étais confiné pendant presque une année à ma naissance. C'était très bon. Après, lorsque j'étais en prison, je vous tiens le micro. Lorsque j'étais en prison, je me trouvais très bien. J'ai trouvé des gardiens espagnols délicieux. Vraiment, j'étais dans des prisons moyenâgeuses, un peu inquisitoriales, terribles, mais les gardiens ont été magnifiques. Lorsque je suis arrivé à Madrid, je me suis trouvé menotté et vraiment, on dirait, un dialogue de pique-nique en campagne. Les gardiens me disaient dans les chemins, on voudrait, parce que les chemins étaient très longs, depuis Murcia jusqu'à Madrid. Et tout de suite, j'étais menotté. Et ils m'ont dit, est-ce qu'on peut vous enlever les menottes? Et c'était comme dans une pièce de moi, parce que moi je lui disais, non, mais ne vous forcez pas. Et lorsque je suis arrivé à Madrid, je me suis trouvé dans une prison inquisitoriale, tout petite, horrible. Mais je ne souffrais pas, parce que moi, je ne savais pas les raisons d'être enfermé. Je pensais que la raison était que j'ai vraiment essayé de tuer Franco avec les fils de Tristan Tzara. Et je pensais que la police espagnole était géniale et la police espagnole avait compris que je voulais tuer Franco. Et c'est pour ça qu'on m'a arrêté. Mais lorsque j'arrive à la prison de Madrid, qu'elle était, je vous le répète, terrible, je ne souffrais pas parce que je ne faisais que penser comment ils sont faits pour me surprendre au fils Christophe de Tristan Tzara et à moi. Comment ils sont faits. Et je ne pouvais pas cesser de penser. Et finalement, à 8 heures du soir, arrive un gardien très gros. Et le gardien me dit, maintenant, il faut dîner. Je lui dis, je ne peux pas manger. Je ne peux pas. J'ai autre chose à faire que manger. Et le gardien, très gentiment, m'a dit, mais monsieur Raval, il faut vous nourrir. Demain, vous allez parler face au juge, donc il faut se nourrir. Et j'ai dit, non, je ne peux pas avaler. Évidemment, j'ai pensé trop à cette histoire de Franco et je ne voulais pas manger. Et je lui dis, je ne peux pas avaler. Il me dit, ça ne peut faire rien. Je m'assois à côté de vous. Et on s'assoit. C'était un lieu tout petit. Il s'assit à côté de moi. Il a dit, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman. C'est toute ma vie, je suis un homme de chance. Et maintenant, la chance suprême, c'est d'avoir la pandémie. La pandémie, avant, j'étais obligé d'aller toutes les semaines voir une pièce de théâtre à Tegucigalpa ou à Tananarive. Et je devais donner des conférences. Et c'est très difficile tout ça. Et maintenant, pendant la pandémie, j'ai pu faire tant de pièces, tant de tableaux, tant de choses. J'ai vraiment, voilà, maintenant les gens s'en vont. Non, non. Je ne s'exprime pas. Bien, alors je suis très content d'être ici. C'est la première fois en des années qu'avant je faisais presque une conférence par semaine. Maintenant, je n'ai jamais fait de conférence. Je ne fais que mon œuvre, que mes choses, modestement, les choses que j'ai faites. Et maintenant, je suis très content de pouvoir parler avec vous parce que je pense que le monde sérieux,
donnent des prix Nobel, comme vous savez. Je crois que très souvent, les prix Nobel sont donnés le mieux qu'ils peuvent, ces professeurs de Stockholm. Après, il y a eu les pataphysiques. Les pataphysiques donnent un prix encore plus important qui s'appelle satrape. Les satrapes transcendants. Imaginez-vous transcendants, les transcendants satrapes. Donc, ça c'est des prix importants. Mais je crois que les 4 avatars de la modernité, et je suis malheureusement le seul qui a connu les 4 avatars, c'est-à-dire Dada, Tristan Tzara, Breton, j'étais très souvent au groupe surréaliste, la pataphysique, ils m'ont nommé sans mérite aucun de ma part, m'ont nommé satrape, et finalement, la panique représentait, pour qui je crois, quelqu'un qui me manque tous les jours, Roland Topor, et Marcel Duchamp. Et je crois que maintenant, il est arrivé le temps de nommer pas les plus grands écrivains, on va nommer les plus grands êtres de l'humanité. Et j'ai pensé à 17 personnes, naturellement, 9 femmes et 8 hommes. Et ces femmes et ces 8 hommes vont devenir, pas des prix Nobel, vont devenir des étincelles. Des étincelles. Ma vie, je suis ici à cause des étincelles. Je suis ici à cause de la professeure qui était dans l'école maternelle. Je suis ici grâce à Breton. Si Breton n'avait pas été ici, je ne pourrais pas être qui je suis. Je suis ici grâce à Tristan Tzara. Je suis ici grâce à Andy Warhol. Tous ces gens-là qui m'ont formé, qui m'ont fait. Et donc, il est temps que nous, une prochaine fois, on fête ces grandes étincelles. Cette étincelle dans la nuit dans laquelle j'ai pensé que j'étais condamné à être et que finalement ils m'ont illuminé. Grâce à eux, je suis ici. Je vous remercie. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Les 9 fiancés de Topor de Fernando Arrabal. Topor a été fidèle à ses 9 pièces de théâtre. Il ne savait pas mentir. C'était d'après lui son plus grand défaut. Que fais-tu à Rome, Juvénal, toi qui ne sais pas mentir? La première fiancée était si intelligente et si communiste. Elle avait la tête de Hegel. Et les rêves de Tyson. C'était une créature si joviale et masculine. Topor prétendait qu'elle était capable de supporter sa présence, de plaisanter et de lui tenir des propos
de femme fatale et de camionneur en manque. Il écrivit une pièce. Une fiancée aimait le sport. Elle s'installait dans la baignoire, tandis qu'il l'écoutait, assis sur le bidet, oubliant la guerre. Tout. Il n'était pas trop loin de l'Éden, ou d'un tank même, si l'idée de compétition, y compris dans le sport, lui paraissait crapuleuse. Il écrivit une pièce. Une fiancée était fascinée par Lacan, Freud et la psychanalyse. Parfois, elle et lui allongés sur le lit, presque heureux, il l'écoutait comme s'il la recevait en mort. Elle était obscène, vertigineusement, comme un garçon manqué. Elle écrivit une pièce. Une fiancée souhaitait avoir une réussite de chanteuse de star du rock. Elle aurait été son homme d'affaires, sans sensiblerie pour connaître le succès. Il écrivit une pièce.
fiancé était l'intelligence et une grâce de joueur de baseball avec des ballerines aux ailes d'écume. Il écrivit plusieurs dialogues. Une fiancée avait un corps de scaphandrier et courait pieds nus dans le couloir de son appartement. Elle lui a dit par 2 fois, le premier soir, avant d'attraper sa bite comme un homme, « Seuls les gens stupides s'attachent à une idée sans jamais en changer. » Elle a pensé à leur séparation dès le premier moment. Elle n'avait connu qu'un seul panneau de signalisation. Attention à l'amour. Il écrivit une pièce. Où est la fiancée? Où est la fiancée? Où est la fiancée? Où est la fiancée? Où est la fiancée, paniquons? Où est la fiancée? Où est la fiancée au corps de scaphandrier? Où est la fiancée au corps de scaphandrier? Où est la fiancée? Où est la fiancée? Ah! Où est la fiancée au port de tête altier? Où est la fiancée? Où est la fiancée? Une fiancée lisait et aimait Milton et Spinoza en même temps. Quand on l'entendait parler de Milton, on aurait dit qu'elle mettait sa petite tête dans la gueule de son énorme lion. Elle restait là, toute heureuse. À déclamer son monologue d'artiste. Il écrivit une pièce. Une fiancée, brièvement, et par téléphone, l'a informé qu'elle avait loué une chambre ailleurs, loin de lui, loin de lui.
comme d'autres l'avaient déjà fait. Pour préserver son identité. Pour préserver son identité. Pour préserver son identité. Il écrivit une pièce. Une fiancée a été peinte par lui, un serpent enroulé autour d'une jambe. Et la tête pointée vers le pubis du désir. Il acceptait le destin et la séparation comme un stoïcien sans frontières. Il écrivit une pièce. Une fiancée était tombée en parachute, les lèvres accueillantes dans son propre lit. Il écrivit une pièce. Chacune des séparations qu'il a vécues, il m'a toujours semblé que c'était comme s'il découvrait ce moment pour la première fois. Il écrivit une pièce. Mais qu'est-ce que
que c'est que cette litanie que le personnage de ton dessin écrit sur l'oreiller de sa fiancée? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Raban? Mais qu'est-ce que c'est? N'importe quoi, Raban. Une chose vraiment sans aucune importance. Les fiancées, elles disent quoi, les fiancées? Elles disent... Les fiancées, elles disent... Je t'aime! Moi, Je t'aime! moi, Je t'aime! Les fiancées, elles disent je t'aime! Les fiancées, venez les fiancées, appelez les fiancées, je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Les fiancées, je t'aime! La fiancée! Et les fiancées, je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Je je